Regardez bien, tout y est dans le décor, rien ne manque. Vous l'avez vu. Il y a une belle voie ferrée, il y a les rails, il y a les blochets sur lesquels fixation, il y a les pattes de fixation, c'est plus les tire-fonds maintenant, ça a changé. Bref, on se croirait en bordure d'une voie ferrée. Il y manque les trains. Non. Nous sommes dans un salon consacré à la technologie, aux industries ferroviaires. Vous me direz, le train a son salon? Mais oui. Il y a le salon de l'automobile, il y a le salon de la photo, le salon de la vidéo, il y a des salons pour tout. Et le chemin de fer a son salon. Il porte un nom, ça, Daniel. CIFER, Salon international des industries ferroviaires, édition 2009. Ça se passe ici à Lille, il a lieu tous les 2 ans et c'est sa 4e édition. Un salon qui est une vocation internationale. Voilà pourquoi un peu il est à Lille, vous voyez, parce que le chemin de fer a tout de même un côté international. Ici, il y a énormément, vous allez le voir, de petites PME, d'entreprises françaises et étrangères, ce qui fait plaisir. C'est vraiment le côté international qui innove, car le chemin de fer a le vent en poupe. Le chemin de fer est une source d'innovation. Donc, voilà pourquoi nous allons consacrer ce DVD, un DVD un peu spécial, à la technologie ferroviaire. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, pantographe et caténaire. Eh oui, on fait un petit retour en arrière. Dans les années 60, vous savez, la France a repensé son électrification. On quittait le courant continu 1500 volts pour aller vers le courant alternatif. Et qui dit nouveau courant, dit nouveau caténaire, allégé, nouveau pantographe. Et donc, il a fallu procéder à des essais de vitesse de captage. 4 bonus. Le premier bonus, à la technologie, qui est lié au crash test. Et oui, vous allez le voir, sur un stand, on est soucieux de la sécurité des conducteurs. Et vous allez voir qu'il y a un magnifique outil de simulation de crash test, comme pour les automobiles. Deuxième bonus, comment ça marche? Ça va être la visite du CIFER. Nous allons aller de stand en stand à la découverte de nouvelles technologies. Et vous allez voir, il y a des choses tout de même étonnantes. Savez-vous que il y a une entreprise française qui travaille sur les essuie-glaces du TGV. Et elle en vit. Savez-vous qu'il y a une autre entreprise qui travaille sur les watters du TGV? J'oserais dire, c'est un vrai casse-tête. Troisième bonus, toujours nous restons donc dans le domaine ferroviaire, MX100. Là, c'était une projection dans le futur. Et oui, la SNCF essayait d'imaginer l'après-TGV, en compagnie bien entendu des constructeurs. Et vous allez voir, on a essayé une nouvelle forme, un nouveau design, des engins bien entendu plus performants, plus rapides, et surtout des engins qui faisaient des progrès sur le plan aérodynamique et le problème du bruit, qui reste tout de même le problème capital. Et enfin, le dernier bonus, d'habitude c'est un homme à métier, mais là, le métier c'est pilote d'hélicoptère. Vous direz, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le domaine ferroviaire? Eh oui, savez-vous que dans les années 60, dans les Pyrénées, la SNCF affrétait une compagnie d'hélicoptères. Il y avait des cheminots pilotes qui permettaient à des voyageurs, un peu aisés certes, de survoler les Pyrénées après être venus de Paris en train. C'est notre clin d'œil, c'est notre séquence rétro. Cela étant, dommage que ce salon, le CIFER, soit un salon professionnel, car croyez-moi, il mérite un détour. Première entreprise française par ses dimensions, mais aussi grand service public, la Société nationale des chemins de fer a eu, en 1974, un trafic de 276 milliards d'unités kilomètres transportées. Un effort exceptionnel de modernisation a été accompli et des progrès importants réalisés dans de nombreux domaines. Le nouveau Mistral, qui relie Paris à la Côte d'Azur, offre aux voyageurs une variété de services très appréciés. Des dessertes cadencées ont été créées en Lorraine, dans les zones industrielles à forte densité de population, avec le Métrolor. Puis,
pendant la saison estivale sur la Côte d'Azur, le Métrazur. Des trains de marchandises acheminent en une nuit jusqu'à Paris à la vitesse de 140 km/h les primeurs de la vallée du Rhône et du Roussillon. Sur les lignes à gros trafic du bassin minier de Lorraine, la traction électrique a déjà résolu le problème que posait la remorque des trains de charbon de 4000 tonnes par une seule locomotive dans cette région aux rampes particulièrement sévères. De nouvelles formules se développent, telles dans la vallée du Rhône, les trains cargo de 3200 tonnes de produits pétroliers remorqués par 2 locomotives bébés. Ces trains peuvent rivaliser en prix de revient avec tous les autres modes de transport massifs. Les nombreux essais effectués avec les locomotives électriques fonctionnant sous courant monophasé à fréquence industrielle ont prouvé que l'on pouvait compter sur un coefficient d'adhérence moyen au démarrage atteignant 35%. Les qualités du matériel moteur, dues pour une part aux dispositions mécaniques adoptées et d'autre part à l'équipement électrique retenu, ont été ainsi confirmées. Dès 1955, la technique ferroviaire française était exposée devant les experts du monde entier. Grâce à leur qualité exceptionnelle d'adhérence, les locomotives modernes permettent la traction de trains lourds et leur démarrage en forte rampe. Le rail français répond aussi aux demandes de transport exceptionnelles, comme cette tour de traitement des produits pétroliers. L'électrification, entreprise en France au début du siècle, s'est poursuivie avec le seul système à courant continu 1500 volts jusqu'en 1949. C'est à cette époque qu'a commencé le développement très rapide du système monophasé 25 000 volts à 50 périodes, principalement dans les zones industrielles du Nord et de l'Est. L'ensemble des lignes électrifiées représente le quart de la longueur totale des lignes de la SNCF. Depuis 1949, la traction électrique a pris une place prépondérante. Au 1er janvier 1974, elle assurait 76% du trafic. Expérimentée dès 1949, en Savoie, la traction électrique 25 000 volts 50 périodes, dont la France a été le véritable promoteur, a été appliquée non seulement à de nombreuses lignes SNCF, mais depuis également adoptée sur tous les continents par 20 pays. Luxembourg, Portugal, Grande-Bretagne, République démocratique allemande, Hongrie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Turquie, URSS, Finlande. Japon, Corée du Sud, Chine, Inde, Pakistan, Zaïre, Colombie, États-Unis. Les locomotives pour courant monophasé ont bénéficié d'emblée des progrès déjà réalisés sur les locomotives pour courant continu, au point de constituer des familles d'engins aux composants standards, utilisables sous l'un, l'autre ou les deux modes de courant. Une évolution très nette a pris corps avec le bogie monomoteur qui permet de réaliser un double rapport d'engrenage transformant en quelques minutes une locomotive pour service voyageurs en une locomotive pour service marchandises. Le bogie monomoteur, outre les progrès qu'il permet et qui porte en particulier sur les masses, l'adhérence et le prix de la construction, bénéficie donc d'importants avantages mécaniques. Le bogie type 15 000 équipe la plus récente famille de nos locomotives. De construction simple, son entretien est réduit. Il permet de rouler à 180 km/h et ses parcours entre révisions dépassent le 1 000 000 de kilomètres.
Tout dernièrement, le bogie Y226 a été étudié pour le matériel de la future ligne Paris-Sud-Est. Placé sous l'automotrice Z7001, il a déjà accompli de nombreux parcours à plus de 300 km/h. Comme d'autres systèmes d'électrification existent en Europe, le continu 3000 volts et le monophasé 15 000 volts 16 périodes 2 tiers, très vite, on a construit des locomotives quadricourants, les CC 40100, capables de franchir toutes les frontières. Il suffit d'un simple changement de pantographe à la zone de séparation. Une nouvelle génération de locomotives est née en 1969. Ce sont les CC 6500 à courant continu et CC 21000 bicourant à bogie à un seul moteur autoventilé comportant un double rapport d'engrenage, leur permettant de circuler à pleine puissance à 100 ou 220 km/h. Les CC 6500 sont affectés notamment à la remorque des trains à grande vitesse tels le Capitole ou l'Aquitaine. Une nouvelle série de locomotives a vu le jour en 1971, les BB 15000 à courant monophasé pouvant circuler à 180 km/h. Grâce à l'emploi étendu de l'électronique, leur conduite automatique libère le conducteur des servitudes physiques et augmente sa disponibilité pour l'observation des signaux et des appareils. Il lui suffit d'afficher la vitesse limite qu'il désire et les automatismes font le nécessaire pour l'atteindre et la maintenir. Au cours d'un démarrage, le courant dans les moteurs croît au maximum. Les ampèremètres dévient vers le haut jusqu'à la limite permise du courant. Une fois le train démarré, la régulation maintiendra la vitesse constante. L'indicateur de vitesse réelle indique la même valeur que celle demandée. Un relevé de la bande enregistreuse du tachymètre montre la précision du fonctionnement de la régulation. Ceci est valable quel que soit le profil. Une voiture d'essai incorporée dans un train enregistre la montée d'une rampe dont le profil est suivi par la table enregistreuse. La vitesse est maintenue constante à 150 km/h sans que le conducteur ait à intervenir. Le courant des moteurs de traction a toujours une valeur élevée, l'aiguille des ampèremètres se maintient vers le haut du cadran. La puissance au crochet de la locomotive avoisine 4000 kW. Le sommet de la rampe franchi, la vitesse est maintenue constante par la régulation électronique. Le freinage en récupération est amorcé. Les ampèremètres dévient en sens inverse vers le bas et la régulation ajuste le courant de freinage renvoyé à la caténaire pour maintenir la vitesse désirée. En toute sécurité, l'ABB poursuit sa course. Grâce aux performances de son matériel, la SNCF parcourt chaque jour plus de 32 000 km à 160 km/h ou plus, dont 1260 km à 200 km/h sur l'ensemble des lignes de son réseau. Techniquement, le courant continu ne crée pas de difficulté pour la traction électrique, mais il nécessite des investissements importants. L'équipement doit être dimensionné en fonction du poids élevé de cuivre et finalement, les installations fixes sont assez lourdes. La possibilité d'utiliser le courant à fréquence industrielle du réseau de distribution a considérablement allégé les équipements. La caténaire à courant continu se compose d'un porteur principal en câble de bronze, d'un porteur auxiliaire en cuivre, de 2 fils de contact en cuivre et très fréquemment d'un ou plusieurs feeders destinés à augmenter la section de cuivre qui atteint parfois 800 mm². La caténaire 25 000 volts est beaucoup plus légère. Elle ne comporte qu'un porteur de faible section, un seul fil de contact et une suspension en Y. La section de cuivre est réduite à 150 mm². L'électrification d'une ligne est généralement précédée par la mise en câble des circuits de télécommunication. Cette opération est facilitée par l'emploi d'un train dérouleur spécialement conçu pour permettre une pose rapide des câbles sans perturber la circulation des trains. Simultanément, les systèmes de signalisation de type ancien sont modernisés et remplacés par une signalisation lumineuse automatique. Les travaux de terrassement et de manutention sont mécanisés au maximum. Ce train de bétonnage entièrement mécanisé est utilisé pour la confection des massifs. Un pupitre unique permet la télécommande et le contrôle des divers éléments du train et les opérations successives de transport des agrégats, alimentation en eau, remplissage de la bétonnière, malaxage du béton et déversement dans la fouille. Les supports étant en place, il faut les habiller. C'est l'opération armement.
Grâce à un axe vertical, les consoles sont mobiles pour suivre la dilatation des conducteurs aux différentes températures. Les éléments de la caténaire sont ensuite déroulés à l'aide d'un train conçu pour un travail rapide et continu. Ce train dispose d'une réserve de tourets et comporte un dispositif de guidage. Pour réduire encore le coût des caténaires, les services techniques de la SNCF ont mis au point un nouveau type de ligne de contact très simplifié, le fil trolley régularisé. Il est constitué d'un fil de contact maintenu à une tension mécanique constante et relié à une console horizontale par l'intermédiaire d'une suspension souple. Les caténaires 25 000 volts avaient déjà permis une économie de l'ordre de 25 à 30% par rapport aux lignes de contact à courant continu. Le nouveau fil trolley régularisé réduit encore de 25 à 30% le coût de l'équipement. Après plusieurs années d'études et d'investigations, ce système a été expérimenté en 1969 sur une portion de ligne à trafic marchandises desservant des zones industrielles et pétrolières importantes. Grâce à la suspension auxiliaire qui supprime les points durs, le fil trolley conserve sa souplesse dans toute la portée, ce qui autorise des vitesses importantes. Dans les courbes de faible rayon, la tension radiale est suffisante pour assurer le maintien de la ligne au moyen d'un simple rappel. Sous les ouvrages d'art et notamment dans les tunnels, l'équipement ne comporte qu'un isolateur travaillant à la flexion avec un bras de console muni d'un dispositif élastique qui conserve la souplesse du fil. Sur cette ligne, la SNCF a également expérimenté une gamme variée d'isolants en matériaux synthétiques. Grâce aux efforts des fabricants, leur qualité mécanique et électrique en progrès constant justifie maintenant leur emploi en traction électrique. Des essais réalisés jusqu'à la vitesse maximale de 105 km/h, autorisée par le tracé de la voie, ont confirmé que cette vitesse n'était pas une limite. Des essais plus complets ont été effectués sur une ligne électrifiée permettant des vitesses plus élevées. Dans la zone d'essai, le montage trolley avait été reconstitué. Jusqu'à la vitesse de 145 km/h, réalisé avec 1, 2 et 3 pantographes de service, le fil trolley a conservé une excellente tenue et la qualité du captage est restée bonne. Compte tenu des excellents résultats obtenus, la SNCF a dès maintenant adopté le fil trolley régularisé jusqu'à la vitesse de 120 km/h. Elle a électrifié avec cette technique une ligne de montagne dont les caractéristiques internationales et touristiques lui assurent un trafic marchandises et voyageurs important. Cette ligne caténaire, très économique et dont la SNCF a été une fois de plus le promoteur, ouvre à la traction électrique de nouvelles et importantes perspectives. En abaissant de près de 30% le coût d'établissement, le fil trolley régularisé permet d'étendre les avantages de la traction électrique à d'autres lignes. Cette technique originale est appelée à un grand avenir et justifie l'intérêt croissant que lui portent de très nombreux réseaux étrangers. Raccordées directement au réseau général du pays par des lignes aussi courtes que possible, les sous-stations monophasées sont très espacées les unes des autres et de construction simple. Ainsi on réalise des groupes compacts réunissant transformateurs et disjoncteurs, des disjoncteurs de départ 25 000 volts débrochables, des interrupteurs légers montés sur poteaux. Depuis longtemps, la SNCF s'intéresse aux grandes vitesses. Dès 1955, 2 locomotives françaises ont porté à 331 km/h le record du monde de vitesse sur rail sous caténaire à courant continu. Avec la CC 21001, en utilisant au maximum les possibilités offertes par les moteurs de traction, la vitesse de 281 km/h allait être atteinte sous caténaire à courant monophasé grâce à un nouveau dispositif de captation. La locomotive était équipée d'un pantographe à double étage dont la partie supérieure était un pantographe à faible débattement et de masse extrêmement réduite qui pourrait être utilisé sur infrastructure nouvelle.
Les essais de captage réalisés dans des conditions climatiques rigoureuses furent complétés par des mesures de stabilité, d'adhérence et d'effort sur la voie. Dans la zone d'essai, seul le pantographe à faible débattement absorbe les déformations du fil de contact. Les enregistrements effectués ont permis notamment d'examiner avec précision les soulèvements comparés au droit d'un support pour un pantographe classique et pour le pantographe à faible débattement. Les amplitudes de déformation du fil de contact au passage de ces deux pantographes pour une vitesse de 280 km/h. Ils ont également montré que les caténaires de type très simple étaient aptes à des vitesses très élevées de 300 km/h et plus. Le pantographe à double étage, prêt pour la fabrication de série, a confirmé au cours d'essais récents qu'il apportait la solution au captage à grande vitesse, en particulier pour les lignes nouvelles dont les pénétrations terminales utiliseront des caténaires existantes sans autre modification. Les rails sur lesquels le matériel circule déjà à grande vitesse sont également prêts à accepter les très grandes vitesses. Déjà en 1955, le rail U36 en pose simplifiée permettait sans autre artifice de circuler à 331 km/h pour le record du monde. Actuellement, la pose élastique de rail U36 ou U80, selon l'importance du trafic, permet de circuler en service commercial à 200 km/h. Les traverses en béton armé sont également utilisées. Elles entrent déjà pour plus du tiers dans l'équipement des voies SNCF. Avec les longs rails soudés, la future ligne Paris-Sud-Est à très grande vitesse utilisera ces trois modes de pose en toute sécurité. Le tracé de cette nouvelle ligne reliera Paris à Lyon en 2 heures, soit 450 km à plus de 220 km/h de moyenne en traction électrique. Les premières études sont faites sur carte pour obtenir globalement un premier tracé général. Des profils en long sont tracés à la machine d'après le relevé des courbes de niveau sur carte au 25 millième. Ils fournissent les bases numériques des différentes variantes. Volume des terrassements, ouvrage d'art, estimation des coûts. Les résultats de l'ordinateur permettront d'en déduire le tracé optimal. L'électrification permet aussi d'entreprendre des travaux spectaculaires pour adapter les installations existantes aux besoins nouveaux. Ici, un des tunnels aboutissant Gare de Lyon pour le futur réseau interconnecté RATP SNCF. 30 mètres au-dessous du pied de la tour de l'horloge sera coulé le radier étanche du grand complexe souterrain de la banlieue sud-est de Paris. 315 mètres de long, 42 mètres de large, 500 000 mètres cubes de terre enlevée, des piliers qui supporteront une charge de 3000 tonnes, 40 escalators, 70 000 voyageurs aux heures de pointe. Transport de masse, transport à grande vitesse, le rôle prépondérant qu'a pris la SNCF grâce à la traction électrique est donc confirmé une fois de plus. Les mutations accomplies ont permis au rail français d'affirmer ainsi sa vitalité et la place de choix qu'il occupe dans le monde des transports. Innovation ici, au CIFER, parmi toutes les nouveautés, le problème des crash-têtes. Vous savez que dans le domaine de l'automobile, on utilise le crash-tête, c'est-à-dire qu'on précipite une voiture contre un mur, contre une autre voiture, choc frontal, choc perpendiculaire, de façon à étudier le comportement et voir si la réalité correspond au modèle mathématique. On fait la même chose, vous l'avez vu dans des précédents reportages, dans le domaine du chemin de fer, c'est-à-dire que l'on précipite la collision entre un train et un wagon, entre deux wagons. Et c'est ainsi qu'on a amélioré la résistance au choc frontal, c'est-à-dire le nez, d'une manière générale, des autorails, des TGV, des TER, de façon à mettre une zone indéformable avant le conducteur. Donc vous avez là le mannequin test, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'automobile, vous voyez. Ça symbolise le pupitre, le tableau de bord, et puis devant, il y a la fameuse zone indéformable qui va protéger le conducteur. Et on a vu
malheureusement, dans un certain nombre de collisions sur des passages à niveau avec des TGV, que le bouclier, un des formats à l'avant, avait parfaitement rempli son rôle. Mais ici, avec ce banc d'essai, dont vous allez voir les images de chez Bombardier à Crespin, on va plus loin. On s'intéresse, bien entendu, au choc frontal, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le comportement du conducteur, les accélérations qu'il reçoit. Il n'a pas de ceinture de sécurité. Ne va-t-il pas avoir les genoux fracassés par le tableau de bord? Ne va-t-il pas aller dans le pare-brise? Ça, c'est nouveau, et c'est ce que l'on voit ici aussi faire. Retour donc au CIFER, le Salon international des industries ferroviaires, qui se tient ici à Lille. Un salon réservé aux professionnels. Mais nous, qui sommes tout de même le grand public, on y trouve tout de même un intérêt, parce qu'on y découvre un certain nombre de choses. Alors, on y trouve un tas d'innovations. Alors, par exemple, là, voilà. Si vous voulez acheter un pantographe pour équiper votre locomotive, ben voilà. Je passe commande, je vais voir monsieur, moi je veux un panto pour mettre sur ma loco. Là, ce que vous entendez, c'est le compresseur. Ah oui, la loco n'est pas là, et on le monte, vous savez, pneumatiquement. Pantographe qui équipe des locomotives, vous voyez, avec 2 palettes en courant continu pour l'intensité, pour prendre le courant. Alors, si vous voulez acheter un aiguillage, voilà. Vous voulez acheter des appareils pour poser la voie, vous avez ce qu'il faut. Vous voulez un passage à niveau? Vous avez les barrières. Les revêtements pour les passages à niveau, il y en a. La signalisation des passages à niveau, vous trouvez? Tenez, vous voulez des boulons? Ah bah alors là, il y en a. Il y a un industriel, toutes les sortes de boulons et de rondelles. Bref, il y a de quoi faire son marché quand on est un spécialiste du ferroviaire. Mais nous, avec un regard un peu affûté, nous allons vous emmener à travers les stands pour vous faire découvrir un certain nombre d'innovations, parfois insolites. Daniel. Vous savez que l'un des problèmes majeurs à l'extension du chemin de fer, et surtout le chemin de fer dans la ville, c'est le problème de bruit. Les bruits de roulement, il y a les bruits aérodynamiques, donc là il y a des travaux qui sont menés, mais également il y a les bruits dus au roulement, au contact roue-rail et aux vibrations que ça génère. Et comme on met le train dans la ville, le TGV dans la ville, mais surtout, avec le développement du tramway, eh bien il faut innover. Alors tenez, voilà sur ce stand, magnifique démonstration de nouvelles technologies. Regardez, ça vous le reconnaissez, c'est caractéristique du rail tramway. Et regardez, le rail tramway repose sur des blochets en béton, mais entre les deux, regardez, l'interface se fait avec ce matériau isolant qui comporte une semelle. Autrement dit, les vibrations du rail ne se transmettent pas au béton. Ensuite, vous amortissez le bruit. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce grincement des roues sur le rail. Et puis le dernier point, vous voyez que ça se comporte comme un isolant. Ben oui, pour les signaux, il faut que les 2 fils de rail soient isolés. Et donc que le courant ne passe pas de l'une à l'autre. Et bien là, on a résolu le problème. Vous voyez, c'est simple. Il fallait penser. Ça, cette image, vous la connaissez. Hein, c'est le pantographe qui frotte sur la caténaire. Classique. Vous vous souvenez des images du record du monde? On avait Dieu, justement, que pour ce contact qui donnait plein de fils à retordre à François Lacotte entre la caténaire et son pantographe asservé. Mais vous vous souvenez, la technique, l'arc entretenu, hein, pour éviter justement de disjonction. Eh bien regardez, le gros problème qui se pose, vous savez bien, à RFF et à la SNCF, ce sont les incidents caténaires. C'est-à-dire de suivre l'évolution, le vieillissement, autrement dit, de la caténaire. Ben voilà, sur ce stand, il y a une technique qui a été mise au point, qui est la surveillance en continu des différents paramètres de la caténaire. Surveillance visuelle, ben oui, à l'aide de l'image, mais on ne va pas mettre un gars le nez sur l'écran en permanence. Eh bien, il y a des systèmes automatiques, hein, avec un faisceau lumineux. On enregistre la manière dont c'est réfléchi, différentes caméras, différentes longueurs d'onde. On enregistre tous les paramètres, c'est-à-dire l'usure, le désaxement, la hauteur de soulèvement. Voilà. Ça, c'est d'ici. C'est au CIFER qu'on l'a trouvé. Regardez, autre problème qui se pose aux exploitants ferroviaires. Fret SNCF vous livre les wagons à la porte. Puis après, au sein de votre entreprise, c'est débrouillez-vous. Bon, avant, il y avait des locotracteurs.
Il n'y en a plus. Vous vous souvenez, il y avait les vieux Dodge de l'armée américaine qui poussaient les wagons. Alors, ils sont vieux, ils sont à la retraite. Et ben voilà, voilà une entreprise qui vous pose un matériel, vous voyez, regardez, vous voyez ce petit locotracteur, soit il est conduit, soit il est télécommandé, et il va allègrement soit chercher ses wagons, soit eh bien, dans un dépôt, là c'est l'usine de fabrication de l'Italie, soit aller chercher des locomotives. Et ben voilà, ça également, c'est un marché. Ça, vous le connaissez, c'est un essuie-glace, et pas n'importe lequel. Et vous savez que le casse-tête pour le TGV, bah, c'était la captation du courant, on vous en a déjà parlé, mais le deuxième, ce sont les essuie-glaces. Et oui, comment nettoyer correctement les vitres d'un train dont le pare-brise est de plus en plus grand, égalé, s'il vous plaît, question de design, avec de la pluie, de la boue, mais surtout des insectes. Vous n'avez qu'à interroger les conducteurs de TGV. Vous avez déjà vu le TGV quand il arrive à la gare de Lyon, la gare Montparnasse? Vous avez vu dans quel état se trouve le pare-brise? On se demande comment il arrive à voir devant la bouillie qu'il y a dessus. C'est un véritable casse-tête qui n'a pas trouvé de solution. Si, ça y est, elle arrive, bah, grâce à une entreprise française. Une entreprise française qui ne vit, je dis bien, qui ne vit, c'est son chiffre d'affaires qu'avec les essuie-glaces pour, bon, d'une manière générale, les TGV, les trains, les locomotives et les tramways. Tenez, suivez-moi. Pour vous donner une idée, vous voyez, c'est pas petit, hein. Vous avez vu le bras que c'est? Du costaud. Le ressort, 100 kg. Le balai, appuie après sur le pare-brise, on avait dit 4 kg. Mais c'est pas tout. Le véritable problème, vous l'avez compris, c'est, comme pour votre bagnole, c'est la flotte, c'est le nettoyage. Alors regardez bien, on utilise bien un profil, bien sûr, idoine. Savez-vous qu'il y a des simulations qui sont faites? Il y a un banc d'essai pour les balais d'essuie-glace, c'est-à-dire que sur le pare-brise, on dépose jusqu'à 10 couches de boue, on la fait sécher, et en, allez, 4-5 coups d'essuie-glace, la visibilité doit être rétablie. C'est un banc d'essai. Eh bien, vous voyez, regardez, ça vous rappelle rien, c'est les tuyaux d'arrosage, hein, la jardinerie. Une multitude de petits trous, de façon à humidifier en permanence la lame et le pare-brise, de façon à avoir le nettoyage. Et là, enfin, nos conducteurs de TGV vont voir clair. Si vous êtes chef de gare, bien entendu, vous avez besoin de la casquette, du sifflet, du guidon pour donner le départ. Et puis, avant, il y avait un oignon, maintenant, il y a la montre. Plutôt, il y a la pendule de quai de gare. C'est une figure emblématique. Voilà une entreprise qui est célèbre dans le monde entier, qui est connue pour la qualité de ses affichages, la maison Baudet. Et bien entendu, on s'est mis au goût du jour. La mécanique a cédé la place à l'électronique. Et bien entendu, aujourd'hui, on utilise les radiofréquences, les transmissions de signaux par radio. Autrement dit, quand vous avez plusieurs pendules dans une gare, pour qu'elles indiquent la même heure, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, on transmet les informations par ondes radio. Enfin, dernier détail, regardez sur les derniers nez, vous voyez, on revient aux bonnes vieilles aiguilles qu'on aime classiques, eh bien, on utilise les LED. C'est plus lumineux, ça consomme moins d'énergie. Allez, on termine rapidement, trop rapidement peut-être, la visite du CIFER par quelque chose d'extrêmement embêtant dans le chemin de fer et qui n'a pas été résolu facilement. On est tous des voyageurs. Les toilettes du TGV qui ne fonctionnent quasiment jamais. Ça y est, enfin, on espère trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'on s'est tourné vers une autre technologie qui est la technologie aéronautique. Les toilettes du TGV sont des toilettes chimiques, donc avec un réservoir. Vous voyez bien les problèmes que ça pose. C'est surtout le problème du papier qui n'est pas compatible avec le traitement chimique et puis la trappe d'obturation qui était bloquée. Eh bien, on s'est tourné vers la technique aéronautique, voilà, avec de nouveaux systèmes. On crée une dépression, un vide, qui va aspirer les matières pour les stocker dans un réservoir. Donc, c'est simple. Et enfin, on espère efficace. Allez, bonne visite du CIFER.
Aujourd'hui, les voies routières et les espaces aériens sont de plus en plus saturés. Le souci grandissant de préserver l'environnement représente une opportunité de développement pour le chemin de fer. Ainsi se dessine le schéma d'un véritable réseau ferroviaire européen à grande vitesse. Mais pour concurrencer réellement les autres moyens de transport, le chemin de fer doit améliorer ses prestations. Vitesse d'exploitation, fréquence de circulation, confort, régularité, tout en respectant les législations vis-à-vis des nuisances sonores. Lors du record du monde de vitesse sur rail, on a pu constater l'émergence d'un bruit aérodynamique par rapport à celui lié au contact roue-rail pour des vitesses de circulation au-delà de 300 km/h. Si l'on souhaite réduire la signature acoustique des rames TGV, il faut faire évoluer leur forme. La direction du matériel et de la traction de la SNCF propose un nouveau concept de rame à grande vitesse prenant en compte les critères d'aéroacoustique et la protection des voyageurs en cas de collision, tout en conservant les contraintes liées à l'interopérabilité. C'est le programme de recherche MX100. Les recherches réalisées sur le TGV Atlantique et le TGV Duplex ont mis en évidence l'importance des formes des véhicules de tête dans la contribution du bruit d'origine aérodynamique. Les développements réalisés en soufflerie, ainsi que les simulations numériques, permettent d'envisager des gains aéroacoustiques de l'ordre de 5 décibels. L'optimisation des formes des véhicules de tête a permis également de réduire les effets de souffle lors du croisement de deux rames à grande vitesse. Les modélisations numériques mettent en évidence une réduction de 10% des efforts s'appliquant sur les faces latérales des rames MX100. Certaines lignes nouvelles en Europe comportent de nombreux tunnels, parfois jusqu'à 30% de leur longueur totale. Les variations de pression engendrées lors des traversées de tunnels sont un souci permanent pour le confort du voyageur et pour la durée de vie des matériels roulants. Là encore, la forme avant du MX100 a permis une réduction de 10% de la surpression. Hors des lignes à grande vitesse, les trains peuvent être impliqués dans des accidents sur des passages à niveau. Protéger les voyageurs et le conducteur lors de collisions est l'objectif de la sécurité passive imposée par l'interopérabilité des rames à grande vitesse. Ainsi, les véhicules de tête du MX100 ont été conçus de façon à libérer devant la cabine de conduite un volume important, destiné à absorber une grande quantité d'énergie lors d'une telle collision. L'amélioration de la protection des voyageurs et le respect du confort des riverains seront des spécifications importantes à observer par les exploitants ferroviaires. Les technologies retenues dans le programme de recherche MX100 permettent de répondre à ces objectifs. Un nouveau mode de tourisme a fait son apparition dans les Pyrénées, l'hélicoptère. Pour compléter ses services d'autocar sillonnant en tous sens des sites merveilleux, la SNCF offre aux estivants la possibilité de survoler et de découvrir sous des angles tout à fait nouveaux des paysages classiques. Ce genre d'excursion permet aux passagers de l'hélicoptère de renouveler tout l'intérêt qu'ils portaient à des sites très connus. 2 hélistations ont été installées, l'une au Théâtre de Verdure à Cauterets et l'autre au Pont d'Espagne. L'appareil, d'une puissance de 260 chevaux, peut transporter 3 passagers en plus du pilote.
visibilité totale, rendue possible grâce à la conception de la cabine en forme de bulle transparente, permet d'admirer le magnifique décor de cette région pyrénéenne. La sécurité dans ce nouveau genre de transport n'est pas un vain mot. En cas d'arrêt du moteur, l'appareil se pose grâce à son système d'autorotation avec la même douceur qu'un atterrissage normal. Mais les touristes ne sont pas les seuls à apprécier ce moyen de locomotion. En effet, les pêcheurs des lacs de montagne et les chasseurs d'isards se félicitent aussi de cette innovation. Elle leur permet d'atteindre rapidement et sans fatigue le lieu de leurs exploits, qui se trouve quelquefois situé dans des endroits difficilement accessibles. Desservant le pont d'Espagne, les lacs de Gaube et d'Illéou, le Marcadan, le lac d'Aratille, en bouclant le grand circuit dit du Centenaire, la libellule jaune d'or éveille les échos endormis de la vallée d'Eston, se faufile entre les parois abruptes et survole les crêtes. Réservés jusqu'ici aux seuls spécialistes des escalades, les spectacles grandioses de la nature s'offrent maintenant avec plus d'ampleur à l'admiration des passagers de l'hélicoptère SNCF. Depuis sa mise en service, l'hélicoptère de tourisme a connu un succès grandissant. Et ses passagers, tour à tour français, anglais, belges, hollandais, espagnols, syriens, ont toujours été émerveillés d'avoir pu découvrir sous un angle inconnu les splendides paysages mis ainsi à leur portée.